Bonjour à tous. Donc, je vais prendre le sujet suivant, qui est en pleine actualité. On est censé faire un panorama de l'année. Le hasard des choix nous amène à parler d'un sujet brûlant, puisque l'actualité est vraiment dans les heures qui nous précèdent. Donc, ce sujet se situe, comme le disait Jean-Marc en introduction, dans la volonté du CLUSIF de suivre aussi certains sujets sur l'OTAN. On avait décidé d'introduire lors du panorama de l'année dernière le concept de cyberdiplomatie et on avait intitulé cette intervention Chine, États-Unis, mais pas seulement, parce que l'actualité à l'époque était plutôt centrée sur ces deux pays. On avait quand même, et c'est tout à fait logique, décidé de consacrer un volet de cette intervention à la Russie, avec un axe qui était plutôt orienté sur le pacte sino-russe de non-agression. Et puis, voilà, quelques commentaires sur des opérations attribuées à la Russie qui existaient, plutôt tournées vers les intérêts de l'Ouest, mais bon, sans être particulièrement spécifiques. Alors, je ne sais pas s'il a écouté le panorama du CLUSIF ou pas, mais le patron du renseignement américain a commencé l'année 2016 par lancer un avertissement national, général, au regard du contexte de l'année 2016 sur les possibles liens entre du hacking et les enjeux de la campagne présidentielle. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est qu'a priori, il avait des bonnes informations, parce que si on essaie de ramener sous une forme simplifiée la chronologie de ce qui s'est passé avant les élections qui ont donc eu lieu le 8 novembre, je l'ai mis pour s'en souvenir, parce qu'on peut déjà remonter au mois de juin 2016, où on a eu la communication publique d'une intrusion sur les serveurs, sur les systèmes d'information du Parti démocrate. Cette intrusion a été suivie très rapidement par un phénomène qui est très intéressant, qui est la propagation d'informations, donc de leaks d'informations, avec déjà là une petite guerre entre deux groupes qui ont revendiqué quelque part la paternité de l'attaque et la paternité de la diffusion, donc les ours, ce qu'on a appelé après les Fancy Bears et les Cozy Bears, et puis un autre groupe hacker, on ne sait pas s'il y a une ou plusieurs personnes, roumains ou autres, Guccifer 2.0. Donc déjà là, on a une intrusion informatique et puis des leaks qui sont assez problématiques en termes d'attribution. Bon, par contre, ce qui est clair, c'est qu'en juillet, il y a eu la grosse machine Wikileaks qui s'est mise en route, et qui a publié 20 000 mails, donc cadencés, rythmés, donc on est bien dans du marketing aussi, dans la guerre de l'information, mais marketé, ce qui a généré une ouverture d'enquête par le FBI. Les publications continuent avec cette fois-ci un ciblage qui n'est pas sur le contenu mais qui est directement sur les personnes. Donc les GSM, les téléphones personnels du staff des démocrates a été publié. Donc certains ont été victimes de harcèlement par ce moyen. Et puis voilà, les doigts commencent à se pointer vers la Russie. Donc Vladimir Poutine déclare officiellement n'avoir rien à voir avec ce hacking. Mais il note quand même, et c'est important de le souligner, qu'il a trouvé un intérêt dans le fait que ces données soient révélées et qu'elles sont donc importantes. Montée en charge, montée en pression, avec une sortie officielle du gouvernement américain, donc le 7 octobre, le département de la sécurité nationale et l'office de renseignement majeur expriment sous cette forme. Ils ont la certitude que le gouvernement américain est lié à ces compromissions d'email sur des personnes américaines et des institutions. Ils vont publier, on va voir ensuite une publication qui est très importante, c'est l'ensemble des mails du directeur de campagne d'Hillary Clinton. Et tout ça rythme le temps jusqu'à l'élection le 8 novembre de Donald Trump. Ensuite, on a une nouvelle escalade, puisqu'on a une demande de déclassification d'informations qui est faite auprès du président américain, puisque là, bien sûr, on commence à perdre un peu le nord, je dirais. Tous les partis commencent à commenter ce qui s'est passé, tous les acteurs commencent à commenter ce qui s'est passé, et il semblerait qu'il y ait une volonté de favoriser les votes de Trump. Au niveau gouvernemental, il apparaît que le FBI et la CIA ne sont pas alignés. Donc il y a un travail de fond qui est demandé par le président américain à toutes ces agences de renseignement dont le compte-rendu devait être officiel avant le 20 janvier. Entre mes slides finis la semaine dernière et aujourd'hui, il y a eu une accélération majeure qui fait que les rapports ont déjà été publiés.
et que voilà, il y aura des choses à dire, mais c'est hors du cadre de cette intervention. Ce qui est important de voir, c'est que il y a effectivement soupçon de piratage des deux côtés, mais en tout cas, il y a eu, jusqu'à hier soir, il n'y avait eu aucune publication d'informations négatives à l'encontre des Républicains. Et puis, bon, on rentre dans le monde réel, le 29 décembre, ordre officiel du président américain de transformer cette opération cyber en opération dans le monde réel et dans la diplomatie, entre guillemets, à l'ancienne. Donc, expulsion de 35 diplomates russes et fermeture de deux bâtiments utilisés par ces diplomates. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que on parlait de cyberdiplomatie l'année dernière. Là, on peut parler de cyber-guerre froide, puisqu'on a vraiment une confrontation qui se met en place entre Washington et Moscou. Toutes les grandes annonces côté américain ont très rapidement, voire immédiatement, pointé les Russes du doigt. Et ce qui est important de noter, c'est que ce n'est pas le FBI qui était le premier sur les lieux, entre guillemets, c'est une société américaine privée, CrowdStrike, qui a eu accès aux machines et qui a mené les premières investigations. C'est un point à noter. Clusif, on souhaite apporter aussi des éléments d'information pour les RSSI. Donc, si on regarde un peu la réaction d'Hillary Clinton, ça n'a pas été de réagir directement en fait sur le piratage de son parti, mais ça a été plutôt de réagir en candidat et de dire « Moi, présidente, je m'attaquerai à la problématique de la cybersécurité pour les États-Unis, pour nos institutions, etc., etc. » À la limite, elle était troublée, elle s'interrogeait à cette possible cyberattaque sur son parti, mais ce n'était pas vraiment son problème. Elle a cité immédiatement la Russie, la Chine, la Corée du Nord, etc., etc. Bien sûr, la Russie a immédiatement démenti cette implication et a employé des mots relativement durs. On a parlé de foutaise, etc., etc. Bon, je ne les reprends pas tous, mais vous voyez bien qu'on est dans le discours. Par contre, Wikileaks, lui, est dans l'action, donc on rythme les cadences de diffusion et on utilise Internet pour être une caisse de résonance très très forte. Et donc là, on est dans la guerre d'opinion. On n'est pas dans l'attaque cyber pure et dure. Il y a eu vraisemblablement des attaques en amont, mais maintenant on est dans l'utilisation des informations qui ont été volées. Et c'est intéressant parce que vous avez même le candidat Trump qui dit Russie, si vous m'écoutez, donc là on est en direct live, hein, c'est même pas du tweet, il parle, il s'exprime par les médias américains. Donc les phrases sont en dessous, vous aurez tous les liens bien sûr. Russie, si vous m'écoutez, si vous êtes capable de trouver les emails manquants, donc dans une autre histoire d'emails effacés chez Hillary Clinton, rendez-les publics, ça rendra service à tout le monde. C'est du jamais vu, et je pense que c'est une grande première qui méritait d'être soulignée aujourd'hui. Alors, sur le cas de John Podesta, 60 000 courriels, donc l'ensemble de sa réflexion, rendu public et commenté sur la place publique. Donc les dessous de la campagne, les pratiques de la Fondation, les liens intimes avec certains journalistes, évidemment des choses qu'on ne souhaiterait pas voir exposées comme ça aussi nettement. Et puis un relais par Wikileaks assez, orienté, sans prendre parti sur d'autres éléments. J'ai souhaité souligner deux phrases de Julian Assange. Un enfant de 14 ans aurait pu pirater les emails de Podesta, puisque le mot de passe était censé être password. Donc le premier message c'est password PA2S1. Petit correctif, non, finalement le message était un peu plus compliqué, c'est P arrobas, etc. Troisième correctif, en fait il y avait un point d'exclamation à la fin. Et au final, on apprend que cette déclaration est infondée, puisqu'ici, il s'agirait du mot de passe de la session Windows de la machine de John Podesta et pas du tout de son mot de passe de messagerie. Donc là aussi, une bonne partie de désinformation et de raccourcis sur les sujets cyber. Et puis la phrase magique, on la prend à l'affirmatif ou en négatif, selon ce qu'on veut penser. La source est le gouvernement russe et il y a d'autres informations non divulguées, ou la source n'est pas le gouvernement russe et toutes les informations sont divulguées, il n'existe rien de caché. Alors en tout cas, ce qui est sûr, il y a eu un parasitage très fort de la campagne qui a démarré par des opérations élémentaires de phishing. Si vous voulez le détail, qui ne peut pas rentrer dans le cadre de cette présentation, puisqu'il ne me reste plus que 10 minutes, comme François me le fait remarquer, il nous reste la possibilité de consulter un dossier du New York Times qui reprend énormément d'éléments techniques et qui me semble bien documenté. Mais le point important à retenir,
c'est que tout ça, ça a commencé par une campagne de phishing. Donc vous avez un exemple de vrai message qui a été rétro-documenté ensuite par les journalistes américains. Et un grand nombre de signes avant-coureurs sont maintenant publics, sont de plus en plus documentés et a priori n'ont absolument pas été pris en compte. Donc le premier, c'est que, et ça peut rappeler une histoire qui a eu lieu en France autour de TV5 Monde, il y a une agence, donc le FBI, qui est remontée vers le parti démocrate en leur indiquant qu'une de leurs machines semblait compromise et en leur demandant de travailler d'un point de vue investigation locale sur ces machines. L'organisation du parti fait en sorte que le technicien du helpdesk était un prestataire qui, recevant l'appel du FBI, n'y croit pas. Donc il dit « Ok, je rigole », il raccroche. Le FBI rappelle, essaie de faire monter l'information jusqu'au niveau du management du Parti démocrate, et en fait, il n'y arrive pas. Donc ces campagnes de phishing continuent, et puis, malgré tout, les membres du Parti démocrate commencent à être sensibilisés, donc ils prennent le réflexe, quand ils reçoivent un mail louche, de l'envoyer à leur service technique pour demander une analyse entre guillemets à la bonne franquette, c'est-à-dire que tout repose sur l'expertise locale du technicien qui répond au demandeur, ce mail est légitime ou il n'est pas légitime. Et puis bon, ce technicien en reçoit beaucoup. Un jour, il reçoit celui destiné à John Podesta. Dans l'urgence, il répond c'est légitime et en fait, il pensait écrire c'est illégitime. Donc à quelques lettres près, le message est parti, John Podesta clique et l'histoire se déroule telle que je vous l'ai décrite tout à l'heure. Donc ça, c'est quand même des signaux qui sont importants, puisqu'on parle de signaux avant-coureurs ignorés, mauvaise organisation, tout laisser sur le dos d'un technicien pour décider de quoi faire sur ce genre de mail, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est au moins des réactions, c'est au moins des choses qu'on peut apprendre en tant que RSSI de ces choses-là. Puis d'un point de vue plus politique, il semblerait que la Maison-Blanche, donc l'organisation qui pourrait être amenée à donner le là sur cette politique électorale, n'ait pas décidé de réagir de façon visible dans les premiers mois. Donc si c'est les Russes qui sont derrière, ils ont reçu ça comme un signal de on peut y aller, on n'a pas de réaction à bon niveau en face. Ceci dit, jusqu'au 7 octobre, où là, on a une déclaration officielle du département de la sécurité nationale, qui va expressément citer à peu près tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, en citant expressément la Russie, mais pas en mettant en première ligne les attaques cyber sur les infrastructures ou sur les partis, mais en les accusant de vouloir mener une guerre d'opinion. Et je pense que c'est ça qui est important dans cette affaire. Alors, il y a un deuxième élément qu'on pourrait essayer de documenter, c'est aux États-Unis, il y a beaucoup de machines à voter. Bon, en France, il y a un moratoire, je crois, depuis 2007 sur ces technologies. Donc, on en a quelques-unes, mais très peu. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Il y en a beaucoup. Il y a plus de 50 modèles de machines qui sont dispatchés un peu partout dans les différents États. Chaque modèle étant bien sûr rattaché à une petite structure informatique de maintenance. On imagine la qualité de la sécurité de ces entreprises qui sont... Donc, ces machines ne sont pas connectées. Mais on imagine bien que pour déterminer un vote avec ces machines, il va falloir passer devant les machines, les paramétrer, donc typiquement brancher un PC de maintenance, faire la mise à jour du logiciel et voir après coup repasser pour récupérer les résultats des votes. Pour certaines machines, il y a des traces papier donc, qui permettent de faire un recomptage après coup. Pour certaines de ces machines, il n'y a même pas de traces papier. Donc seulement le seul comptage est utilisable en direct. Et puis il y a des études qui ont montré, d'un point de vue théorique, que si on pouvait cibler seulement 1% des machines sur quelques structures électorales, on arrivait à faire basculer les choses. La conclusion pour 2016, c'est qu'il n'y a pas eu de piratage, mais un gros message d'alerte pour le prochain scrutin en 2020, avec toutefois une actualité intéressante, c'est qu'il existe une autorité de certification des machines à voter aux États-Unis qui semble avoir été piratée par quelqu'un qui se revendique sous le pseudonyme de Rasputin. Bon, c'est toujours intéressant, l'histoire continue. Et s'accélère puisque le 29 décembre, un rapport officiel est fait cette fois-ci multi-agences, parce qu'il y a 17 agences de renseignement aux États-Unis, donc c'est un peu compliqué d'aligner tout ça.
Et cette fois-ci, il y a des messages qui sont beaucoup plus forts, donc je ne vais pas les détailler là parce qu'il y a quand même pas mal de pages, mais ça vaut quand même vraiment le coup de le lire. Ce premier rapport ce deuxième rapport, mais ce premier rapport technique a été très critiqué pour la qualité de ces informations techniques. C'est aussi là une grosse partie de communication de la part de l'administration américaine. En particulier, est-ce qu'il y a vraiment des preuves? Bon, déjà, c'est un TLP white, donc c'est, voilà, faites-le savoir. C'est plutôt une opération de communication. Il y a un très gros disclaimer en première ligne du document, for informational purpose only. Donc, et puis il y a du marketing, Grizzly Tape. Donc on a le marketing des entreprises américaines qui est quelque part relayé par le marketing de l'administration américaine. Et puis le dernier point, l'idée c'est de rendre public des indicateurs techniques, mais qui on le verra dans l'actualité, ont été très critiqués par la communauté technique pour leur qualité, la faiblesse de, on dit le smoking gun, la preuve évidente, non, il n'y en a pas, mais bon, là on parle de renseignements et c'est pas forcément un besoin de preuves évidentes. Je parlais de guerre de l'information, un gros relais par un vecteur RT, donc la Pravda en version cyber, Russia Today, qui relaie aussi ces messages de qualité des informations techniques sorties par la NSA, par les agences, etc. etc. Donc c'est très compliqué de suivre. Une guerre où Twitter a joué, à mon sens, un grand rôle. Monsieur Poutine majoritairement s'exprime à l'ancienne, par communiqué de presse et par relais par les journaux. Donald Trump est très présent sur Twitter et s'adresse directement à Poutine. Obama se pose une question, est-ce qu'il doit garder ses anciens messages Twitter sur son compte President of United States, qui va ensuite être utilisé par Donald Trump? Donc on va avoir un compte Twitter avec deux personnes qui ne vont pas dire exactement la même chose. C'est une question intéressante. Et puis, en tâche de fond, d'autres éléments très importants à garder en tête. Une cyberdissémination en cours. Je rappelle que Shadow Brokers est un groupe qui met aux enchères sur Internet des outils qui sont susceptibles d'être ceux donc de Equation Group, donc l'équipe TAO, Tailored Access Operation de la NSA, donc l'équipe d'attaque très offensive de la NSA. Et ils se permettent d'adresser directement les personnes mises en cause russes par le service de renseignement américain, donc par exemple l'entreprise Zor Security et donc les différentes personnes, en leur proposant d'acheter des bons outils. Donc là, on est dans le sarcasme, mais on est dans un jeu. Imaginons que Shadow Broker soit les Chinois. Imaginons, c'est juste pour illustrer. Ils proposent aux services russes d'acheter les outils américains piratés pour mieux attaquer la Russie. Est-ce qu'on est dans la cyberblague? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on est vraiment dans et ça c'est important, c'est pas une blague, on est dans de la cyberdissémination, c'est-à-dire des outils cyber très puissants commencent à tourner sous le manteau et à être utilisés par des cybercriminels ou espions. Là, voilà. Donc, est-ce qu'on va vers un bras de fer annoncé? Ben, manifestement oui, puisque la dernière étape, c'est ce rapport. Alors, c'est en 2017, mais ça vaut vraiment l'intérêt maintenant d'en parler dans la ligne de ce qui a été dit avant. Ce rapport du 5 janvier 2017, qui est cette fois-ci le rapport définitif, qui donne beaucoup d'éléments et qui cite notamment, bien sûr, le résultat de cet audit sur les capacités ou pas de voir les Russes derrière le sujet. Donc, sont cités Russie, Chine. Donc là, sont cités en tant qu'ennemis général cyber des États-Unis, Russie, Chine, Corée et Iran. Il y a une mention qui est intéressante, c'est qu'il est mentionné maintenant 30 pays dans le monde capables d'avoir une expertise cyber susceptible d'attaquer à très haut niveau les États-Unis. La liste n'est pas donnée, seuls sont mentionnés ces 4 majeurs, entre guillemets, historiques. Pour terminer ce bras de fer, l'actualité semble démontrer qu'il va se généraliser. Donc en France, on a des annonces qui vont dans la ligne d'un renforcement, donc d'un développement de nos capacités ou de l'organisation de nos capacités ou de l'officialisation de certaines capacités, donc avec des déclarations du ministre de la Défense et la création du Cybercom.
On a en tâche de fond des opérations cyber qui sont très violentes, qui ne sont pas forcément, elles, relayées au même niveau que les élections américaines. Donc, par exemple, il est intéressant de noter qu'il y a eu, pendant, dans le courant du mois de novembre, des attaques majeures destructrices sur des infrastructures critiques de l'Arabie saoudite, donc Saudi Telecom, l'équivalent de la Direction générale de l'aviation civile, etc. Et que tout ça, ça a été gardé sous le blackout total de l'Arabie saoudite pendant une quinzaine de jours, avant de voir une communication orchestrée, donc qui a démarré en fait par un communiqué officiel de Bloomberg et relayé par des éditeurs, enfin des intervenants américains qui étaient sur place. Donc là, on est sur un autre côté, les élections américaines, emballement de la communication et guerre de l'information, et Arabie saoudite, attaque destructrice, mais maintien du blackout sur ce sujet-là. Donc le bras de fer attendu, il était, il y a encore quelques jours, entre le nouveau président élu et son staff et son équipe de management du renseignement, avec la NSA et puis l'ONI notamment. C'est pas forcément celui qu'on va avoir, vu les dernières annonces ces derniers jours sur les dernières révélations sur Poutine. Et pour conclure, un message d'alerte pour nous, en Europe. 2017, à minima une année d'élection sur deux sujets importants, en Allemagne et en France, avec, comme l'a fait le président du renseignement américain début 2016, des alertes de nos institutions sur ce risque. En Allemagne, avec des déclarations de M. Kahl que vous pourrez retrouver dans la presse, et puis en France, l'ANSSI a convoqué les responsables des partis politiques pour les sensibiliser, être sûr qu'ils prenaient bien en compte ce risque de cyberattaque. Voilà, pour terminer dans les temps.